la leçon 17 est la suite de la leçon 16. J'ai parlé avant de me couper moi-même, n'est-ce pas, de l'état du moi ou les états du moi qui sont en jeu dans le discours, dans le comportement non verbal, dans le geste, dans le fait que je pose, n'est-ce pas, ou que votre client pose devant vous ou devant des tiers. Nous allons continuer donc à cette étude des états du moi selon la thérapie transactionnelle ou d'analyse transactionnelle. Et je vous invite à être très attentif sur les états du moi, c'est-à-dire l'état parent, l'état adulte, l'état enfant, ou l'état enfant, parent, adulte. Alors, les transactions qui se font entre les individus se font selon les états, au niveau des états du moi. Par exemple, quand Abraham est allé pour la première fois en Égypte, lorsqu'il a fui la famine, et nous sommes dans Genèse 12, 10 à 20, vous pouvez le lire. Il arrive en Égypte, avant d'arriver, il dit à sa femme de déclarer là-bas qu'il n'est pas sa femme, qu'elle n'est pas sa femme, mais plutôt sa sœur. Elle était évidemment sa demi-sœur, mais sa femme, elle s'est mariée avec sa demi-sœur. Ils avaient le même père, mais pas la même mère. Et alors, ce comportement d'Abraham, il va le répéter aussi dans Genèse, comme nous lisons dans Genèse au chapitre 20, cette fois-ci à Guérar, quand il ira chez les Philistins, le roi philistin Abimelech. Là encore, il va dire à sa femme de déclarer qu'elle n'est pas sa femme, mais plutôt Sarah et tu es ma sœur, pour sauver sa peau. Voyez-vous, il répète, ce comportement répétitif devient un jeu. On va le retrouver dans Genèse 26, 1 à 11. C'est Isaac qui va faire la même chose que son père avait fait chez les Philistins. Il va dire aussi que sa femme Rebecca n'était pas sa femme, plutôt sa sœur. Et dans les cas d'Abraham, c'est toujours Dieu qui vient le trahir. C'est Dieu qui vient dire au roi de l'Égypte, Pharaon, par un songe, que cet homme-là, cette femme-là, c'est la femme de cet homme. Il ne faut pas toucher cette femme. Et la même chose, c'est le même Dieu qui va rendre malade le roi de Guérar, Abimelech, pour que Abimelech puisse restituer cette femme. Il va lui parler aussi en songe. Malgré ces avis, nous allons voir ces gestes se répéter encore, ces mensonges se répéter chez Isaac. Il est évident que nous pouvons étudier cela selon le génogramme et nous verrons comment les mensonges d'Abraham et les mensonges d'Isaac peuvent nous faire remonter très loin encore jusqu'au mensonges de leurs ancêtres, et nous pouvons descendre aussi en bas jusqu'à leurs descendants pour voir comment ce mensonge traverse généalogiquement tous les âges, toutes les générations plutôt de descendants d'Abraham, et en même temps nous allons aussi faire une étude transgénérationnelle de ce comportement. Ça, c'est un autre problème. Je m'excuse, je ne veux pas vous égarer là-dessus, on quitte les génogrammes, mais revenons à l'analyse transactionnelle. Et voici ce que je voulais dire. En apparence, les messages sont émis d'un état du moi à un autre état du moi. Mais au niveau psychologique et en secret, tous les deux autres états du moi sont en fonction. Quand Abraham arrive en Égypte, c'est un adulte qui arrive là. Et lorsque on le rencontre par Pharaon, Pharaon pense rencontrer un adulte. Mais les mensonges d'Abraham est plutôt l'expression de son enfant. C'est l'enfant peur, l'enfance qui a peur. C'est l'enfant qui parle, l'enfant qui se protège, l'enfant qui a peur. Vous voyez,
cet adulte ne se comporte pas en adulte, il se comporte en enfant. Vous voyez, hein, pour se protéger. Et c'est plutôt Sarah qui va se comporter en adulte parce qu'elle va réfléchir sur la protection de son mari. Alors voyez-vous ici, nous avons les trois états et en même temps comme un parent qui protège son petit enfant. Vous voyez les trois états du moi qui fonctionnent. Lorsque ces états du moi fonctionnent comme ça, c'est-à-dire un état qui est comme visible, si c'est l'état parent qui est visible, ou si vous voulez l'état adulte qui est visible, eh bien, lorsque les deux autres états sont en même temps en jeu, on parle de transactions cachées. Et c'est à travers ces transactions cachées qui sont à la base de tromperies et de mensonges souvent et de masques que nous portons, que sont la base de jeu. Vous voyez, on a parlé de jeu, la vie comme un jeu. Et ce comportement répétitif que nous retrouvons chez Abraham, puis chez Isaac, que nous allons retrouver chez David, et nous allons continuer la liste, n'est-ce pas, de génération en génération, c'est un comportement qui donne naissance à des jeux de la vie. À des jeux de la vie. Et ces jeux de la vie peuvent être détectés quand vous écoutez la personne répéter certains mensonges, certaines tromperies, n'est-ce pas? Ce sont des transactions trompeuses qui finissent par donner naissance au jeu de la vie. Et elles ont un niveau social, cette transaction sociale très apparent, un niveau social assez apparent, et un niveau psychologique très caché. Vous allez le voir sur votre syllabus que je vous envoie, comment se passent les transactions cachées qui sont à la base du jeu de la vie. Même en politique, il y a beaucoup de transactions cachées. La personne semble vous parler avec réflexion, nous sommes démocrates, nous sommes ceci, nous voulons... mais en réalité, il y a un jeu. Et c'est ce jeu-là de la vie qui cache le mensonge. Voyez-vous? Et ces mensonges sont des jeux, justement, parfois dangereux pour le parent, pour l'enfant et pour l'adulte. D'ailleurs, toutes les guerres sont souvent nées de ce conflit et de cette méfiance que les gens ont les uns vis-à-vis des autres. Il y a aussi des transactions angulaires, c'est-à-dire un message que l'on envoie en apparence vers un état du moi, alors qu'on a décidé sciemment d'approcher ou d'accrocher un autre état de l'interlocuteur. Par exemple, quand Jésus pose la question à Simon-Pierre, je suis Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Il pose la question sur le plan adulte, puis en même temps il vise l'enfant qui avait menti. Vous voyez, il vise l'enfant qui a menti. Et finalement, l'enfant qui a menti pleure, au niveau émotionnel. Et ce pleurs l'amène à devenir adulte. Vous voyez, vous pouvez les lire dans Genèse, dans Jean plutôt, au chapitre 21, lorsque Jésus pose la question, m'aimes-tu vraiment, vraiment, vraiment? Et quand Pierre répond, lui ne dit pas vraiment, 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 je t'aime. Je t'aime humainement, normalement, et comme de façon réfléchie. Et là, Jésus connaît à poser la question. Puis, la troisième interrogation, Jésus va utiliser la même expression que Pierre. Tu m'aimes vraiment, humainement seulement, comme ça, à ce niveau-là. Ce n'est pas l'agapé, c'est la philia. Et là, il va pleurer. Et quand il pleure, l'enfant cesse d'être enfant, il commence à devenir mature. Mais c'est l'apôtre Pierre qui est né là, devant la mer de Galilée. Alors c'est une transaction angulaire qui était en train de viser, une transaction qui était en train de viser, Jésus visait l'adulte, mais pour viser l'adulte, il a atteint d'abord l'enfant. Vous voyez? Et en même temps, il a créé le parent parce que Pierre va prendre soin de ce brebis. Comportement de parent. Prends soin de mes brebis. Prends soin de mes agneaux. Voyez-vous, Jésus a besoin de toucher à la fois l'enfant, le parent et l'adulte pour faire en sorte que les trois niveaux de notre moi
puisse être transfiguré, transformé et soumis à Dieu. Les analyses transactionnelles encouragent à être honnête, comme vous pouvez le voir, l'un envers l'autre et avec soi-même, à propos de ses propres désirs, de ses émotions, de son comportement, plutôt que de se les cacher, de le biaiser, de le masquer. Les personnes peuvent ainsi prendre conscience de ce qu'elles veulent, de ce qu'elles veulent demander, de ce qu'elles veulent réaliser, de ce qu'elles veulent obtenir. Et la plupart des gens qui viennent surtout avec des problèmes d'orientation personnelle, de conflits de travail, viennent avec beaucoup de problèmes cachés, des transactions cachées. Au cours d'un échange, d'un entretien ou d'un travail en groupe, le plus simple, pour ne pas se laisser influencer par son état d'humeur, parent ou enfant, est de mettre l'adulte aux commandes. C'est l'adulte qui commande. Comme Jésus, quand il parle en adulte, mais en même temps, il touche aux parents, au comportement, et il touche à l'enfant, à l'émotion. Mais grâce à l'adulte, parce que n'oubliez pas, lui est l'adulte par excellence. Il en va de même pour son interlocuteur, ce qui implique la capacité à reconnaître chez l'autre le moment où justement l'adulte n'est plus aux commandes et à le lui faire remarquer s'il est capable de l'entendre. Ceci se nomme recadrage. Par exemple, quand vous me parlez, puis je dis, qu'est-ce que tu dis là? Tu déconnes. Et déjà, là, je commence à insulter. Je parle comme un enfant, puis pour me recadrer en disant, mais professeur, qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que vous me dites? Pourquoi vous me dites? Pourquoi vous me parlez comme ça? Vous me recadrez. Ah non, je m'excuse, je redeviens adulte. Vous voyez, je redeviens adulte réfléchi. Alors, il y a des signes de reconnaissance qui nous permettent, n'est-ce pas, de détecter quel moi qui parle. On appelle ça un stroke. C'est la reconnaissance physique, geste, caresse ou oral, mot d'amour, de soutien, de reconnaissance qu'une personne donne à un autre. Et on reconnaît à travers le geste ou le verbe ou la parole que c'est le moi parent qui parle, ou c'est le moi adulte qui parle, ou c'est le moi enfant qui parle ou agit. Ils sont essentiels à la vie. Un petit enfant privé de stroke physique peut mourir. C'est très important qu'un enfant ait son stroke physique, c'est-à-dire les signes physiques qui démontrent qu'il est enfant. Les strokes verbaux peuvent être positifs, félicitations, ou l'expression d'appréciation, ou négatif, le jugement négatif, la méconnaissance, etc. L'échange de strokes est important car il est une reconnaissance et aide dans la vie de tous les jours. Tous les jours, on a l'échange de strokes. Et alors, nous avons vu le jeu de la vie, nous avons vu les états du moi, PAE. Maintenant, nous allons terminer par voir le scénario. Les positions de vie existentielles. À l'origine des scénarios de vie existent des positions de vie. Chacun de nous a une position de vie. Même à l'intérieur d'un cours, j'ai ma position de professeur, vous avez votre position d'étudiant. Ces positions correspondent à la façon dont on se voit et à la façon dont on voit les autres. Comment je me vois dans ce cours et comment je vois les autres. Ces positions existentielles sont largement le fruit de notre enfance, de nos expériences et de l'image que les autres nous ont renvoyée de nous-mêmes. Un enfant à qui l'on a toujours dit qu'il était nul va finir par se percevoir nul. Inversement, un enfant à qui on a toujours dit qu'il est merveilleux, eh bien, il va l'être. Et il va se voir merveilleux. Chaque état du moi correspond à une position de vie. Il y a ici 4 positions existentielles principales. D'abord, et nous allons voir la position existentielle principale de parent, j'ai tu, adulte, enfant, voilà.
On peut se parler comme parent-parent. On peut se parler comme adulte-adulte. On peut se parler comme enfant-enfant. On s'échange d'informations, on peut se changer de plaisir, on joue au soccer, puis on crie, on est enfant-enfant. Parent-parent, on échange de valeurs, de conseils, de jugements. Deuxième position, parce qu'on a dit 4 positions possibles, existentielles possibles, toujours j'étudie, et ici, quelqu'un qui persécute les autres, ou qui veut sauver les autres, vous voyez, il peut se comporter en parent, vous voyez, dans cette configuration, la personne se sent supérieure à l'autre. Hein? Il veut protéger l'autre ou bien il veut persécuter l'autre. Il se sent supérieur à l'autre. C'est quand je veux protéger l'autre, c'est le parent, si vous voulez, protecteur, valorisateur, etc. Et quand je veux persécuter l'autre, c'est le parent critique qui attaque l'autre. Ça, c'est une position parent-enfant. Parent-enfant. Parent-enfant pour protéger l'enfant, parent-enfant pour écraser l'enfant. Une deuxième position. Ce n'est plus parent-parent, adulte-adulte, enfant-enfant. Troisième position, la personne qui se sent mal dans sa peau et s'infériorise, rumine tout son sort. Hein, quelle est la solution? Il faut comprendre que la tare est imaginaire. Tu te sens inférieur, le complexe d'infériorité. Tu te sens toujours enfant inférieur par rapport aux autres. Voyez-vous? Et là, ce comportement est aussi dangereux et la seule façon de traiter cette position, c'est de réaliser d'abord qu'elle est une imagination morbide. Il faut s'en sortir. Quatrième et dernière position, c'est la position désespérée qui conduit à l'isolement et à la dépression, voire même au suicide. Cette position est la plus désespérée. Elle conduit à ne faire confiance ni à soi, ni aux autres. Vous voyez? C'est-à-dire que en ce moment-là, que tu sois parent ou enfant ou adulte, tu ne te confies à aucune... Il n'y a presque pas de transaction entre toi et les autres. Il n'y a presque pas de transaction. Et c'est une position dangereuse. Si vous me demandez quelle est la meilleure position qu'il faut adopter, je dis aucune d'elles, de ces 4. Moi, j'opterais pour une position à la fois parent, enfant, adulte, qui se met de façon adulte en relation avec un autre qui est parent, enfant et adulte. C'est une position, une 5e position que je considère la position la plus saine. Les positions de vie et le travail en collaboration. Chaque position de vie que tu occupes, que tu occupes position parent, adulte ou enfant, tu es en relation avec le monde. Et tu dois collaborer avec le monde pour travailler ensemble. D'où la nécessité d'aller à la rencontre de l'autre. Et dans les thérapies, vous apprenez aux gens de sortir de leur coquille, les gens qui s'enferment dans leur coquille, qui sont devenus suicidaires, dépressifs, etc. Vous leur apprenez petit à petit à sortir de leur coquille, que ce soit les coquilles parentales, le parent qui écrase les autres, ou l'adulte qui est très enfermé dans ses règles, ou encore l'enfant qui est trop rebelle ou trop sauvage. Vous leur apprenez à sortir de leur coquille pour aller à la rencontre de l'autre, en prenant d'abord soin de s'ajuster eux-mêmes, c'est-à-dire de reconstruire leur moi. Alors, et vous allez voir dans un tableau qui est sur votre syllabus, comment négocier ardemment et constamment avec soi-même et avec les autres. Comment s'affirmer par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Comment se protéger. Comment demander clairement ce que vous voulez et ce que les autres veulent. Comment donner des informations et comment construire ensemble une société plus saine. Une société où l'on dialogue. Une société qu'on dirait d'amour, d'espérance et de foi.
Alors, il faut faire attention aux injonctions verbales qu'on se donne entre nous, et même quand vous faites la cure, la thérapie, il faut faire attention de donner des injonctions aux gens. Car en grandissant, on reçoit de la part des adultes beaucoup d'injonctions, et notamment des parents, qui nous éduquent, des injonctions et des permissions. Et en ce moment, les enfants se rebellent. Les valeurs familiales ou sociales, l'estime de soi, les attentes, etc., peuvent devenir des injonctions. Ces injonctions peuvent être verbales ou non verbales. Meilleures, parfaites, fortes ou faibles. Nous devons donc faire attention à la manière dont on communique les injonctions aux gens, surtout dans la cure, dans la psychothérapie. Vous n'êtes pas là pour faire des injonctions aux gens, mais plutôt pour les accompagner dans leur cheminement vers leur réalisation de soi et leur réalisation en tant que groupe ou en tant qu'entreprise. Les scénarios de vie. Le concept des scénarios de vie est très important en analyse transactionnelle. Selon Eric Berne, la vie de la personne est agencée selon un scénario programmé inconscient. Chaque personne que vous voyez, même dans votre classe, a un scénario inconscient. Son plan de vie, il veut le réaliser selon un scénario inconscient. La façon dont on se perçoit position de vie, combinée à l'éducation que l'on a reçue, injonction, permission, donne naissance à des choix. Donc, il y a d'abord la façon dont on se perçoit, il y a l'éducation, l'expérience, le milieu, le cheminement personnel et ensemble, qui donne naissance à des choix, à des comportements, à des valeurs, à des attentes, à des craintes, à des désirs, qui nous conduisent à reproduire le même schéma, à vivre les mêmes histoires avec les mêmes personnes. Par exemple, nous vivons les mêmes histoires avec des pasteurs, avec des professeurs d'université, etc. Et quand je rencontre un professeur d'université, je retrouve le cheminement que j'ai parcouru moi-même. C'était comme si nous étions semblables. Il s'agit de plans de vie préconscients qui se déroulent sur des mois différents, vous voyez, et dans le temps et dans l'espace. Votre plan de vie qui se déroule à Kinshasa se déroule à travers une autre personne, ici à Ottawa, d'autres à Montréal, à New York, etc. Le plan de vie pour devenir professeur d'université, par exemple. L'analyse transactionnelle décrypte ce processus et tente d'aider les personnes à sortir de ces bouches. Vous voyez, la théorie des scénarios rappelle le principe de répétition freudienne. Cependant, ces théories peuvent permettre aux gens de faire sortir des modèles de vie, des modèles de cheminement de vie, de plans de vie. Et en ce moment-là, le jeu de vie devient des stratèges, des stratégies ou stratagèmes, qui sont des jeux psychologiques que nous jouons avec notre entourage de manière consciente ou inconsciente en vue d'atteindre nos buts. On quitte le masque et le jeu devient très sérieux. Au lieu de se manipuler, la manipulation d'une personne par une autre, on se met ensemble, on se regroupe pour réaliser des objectifs ensemble, des objectifs communs qui vont nous permettre, nous tous, de grandir. Alors, il y a des jeux courants, des jeux de sauveteurs, de victimes, de persécuteurs, etc. Mais il y a aussi, comme le jeu de Moïse, lorsqu'il sort du buisson ardent, il vient avec un plan pour sauver Israël, faire sortir Israël de l'Égypte. Et tout le monde embarque et joue ce jeu de Moïse et finissent par traverser la mer Rouge. Alors voyez-vous, les scénarios des vies étaient traverser la mer Rouge, passer le désert, arriver en terre de Canaan. Voilà un scénario. Et malheureusement, à travers ce scénario, presque tout le monde est mort, à l'exception de ceux qui ont joué un franc jeu qui n'était pas hypocrite, à savoir Caleb et Josué. Les autres qui ont porté des masques ne sont pas arrivés au bout. Alors voyez-vous, l'analyse transactionnelle peut s'appliquer dans plusieurs situations. Ce qui est plus important pour conclure, c'est de savoir toujours quand on parle, quand on agit,
Est-ce qu'on agit en tant que parent? Est-ce qu'on agit en tant qu'enfant? Est-ce qu'on agit en tant qu'adulte? Quand on parle d'adulte, on parle de quelqu'un qui est réfléchi, qui a vraiment un plan de vie, des objectifs réfléchis, qui respecte l'autre et qui chemine non seulement pour soi-même, mais aussi pour le bien de tous et de chacun. Et quand on parle de l'enfant, attention, il faut toujours distinguer les trois stades de l'enfant. Il y a l'enfant brut, naturel, qui est très sentimental, émotionnel. Il y a l'enfant soumis, qui commence à soumettre aux règles de parents. Il y a l'enfant rebelle qui veut échapper au contrôle des parents. Dans l'enfance, il y a 5 états de moi, si vous voulez, de l'enfance. Et vous avez le parent qui a le comportement soit de protéger ou de dominer les enfants, l'adulte qui adopte un comportement plus réfléchi, et c'est l'adulte, en fait, qui devait gérer le parent et l'enfant. Et lorsque vous écoutez quelqu'un qui vous parle, dans son discours, vous devez discerner qui me parle. Si vous voyez qu'il essaie de mentir, il essaie de vous manipuler ou de pleurer tout au long de sa vie, vous savez, c'est l'enfant qui me parle. Ou si vous voyez qu'il essaie de se protéger, de protéger les autres, il ne veut pas, c'est le parent qui parle. Si vous voyez qu'il est très réfléchi, rigoureux, mais clair et objectif, vous savez que c'est l'adulte qui parle. Et l'analyse de ces aspects du moi vous permet de saisir à quel niveau se pose le problème dans cette personne. Et alors là, le diagnostic devient beaucoup plus objectif. Je vous remercie.